Aujourd'hui, on va parler de STM Microelectronics, de son ascension fulgurante et on voit ici qu'on a une pause. Est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas? Alors comme d'habitude, on va commencer par un article, non pas parce qu'il faut absolument écouter comme des saintes paroles ce qui est écrit, mais globalement, les tendances générales, les tendances macroéconomiques sont souvent relativement correctes, et donc on peut l'utiliser pour s'appuyer dessus et essayer de comprendre si on va avoir le vent de face ou le vent dans le dos. STM Microelectronics, avec Samsung qui s'attend à des ventes en berne, STM Micro subit les foudres de la bourse. Alors logique, puisque déjà si un titan comme Samsung s'attend à des ventes en berne, forcément STM Microelectronics risque d'être dans le sillage. Le groupe de semi-conducteurs franco-italien STM Microelectronics affiche l'une des plus fortes baisses du CAC 40 ce mardi, pénalisé par Samsung qui s'attend à des résultats en baisse au quatrième trimestre. STM Microelectronics avait été une des valeurs en vue de l'année 2023 avec une action qui avait progressé de plus de 37% l'an dernier. Logique, avec la bulle de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est crypto-monnaie, on avait un vent dans le dos, c'est même plus un vent dans le dos, c'était un réacteur pour pousser tout ce qui était carte graphique et forcément tout ce qui est processeur, puce, etc. Mais le début d'année se présente plus difficilement pour la sixième meilleure performance du CAC 40 en 2023 en raison des multiples avertissements sur résultats lancés ces derniers jours par ses clients ou ses concurrents. Le dernier en date et non des moindres étant Samsung, le numéro 2 mondial de la production de semi-conducteurs. Ce qui est logique aussi, on avait eu pas mal d'automobiles qui passent de plus en plus avec de la tech dedans. On avait eu une forte demande d'automobiles, donc une demande de puces, couplée avec l'intelligence artificielle, les cartes graphiques, tout ça. Et on avait également derrière la supposition que les États-Unis allaient essayer de rapatrier ce pouvoir de fabrication de puces, puisque on le sait en ce moment, avec la Chine, Taïwan, tout ça, c'est un peu tendu, et tout le monde se rend compte, le monde entier se rend compte qu'on a envoyé toutes les usines là-bas, et que pendant des années, c'était très bien, puisqu'on a réussi à avoir des coûts bas, mais nous sommes plus indépendants au niveau des puces, et si jamais ces pays-là décident de couper l'approvisionnement, on se retrouve avec rien, et aujourd'hui, sans puces, c'est extrêmement difficile de tenir si on n'a pas le pouvoir de fournir des puces, puisque quasiment tout est électronique. Donc, on avait eu beaucoup de surcommandes de plusieurs années d'avance dans les stocks, et donc forcément les sociétés comme STM Microelectronics, etc. ont eu une énorme demande, mais forcément comme tout le monde a fait ses petites courses et a essayé de remplir un maximum les stocks au cas où il y aurait un blocus, des sanctions ou quoi que ce soit, forcément la demande a été boostée et il se peut fortement que les ventes ralentissent pour les 1, 2, 3 années futures, puisque quand vous avez dit on met 10 ou 20% de commandes en plus pour faire des stocks au cas où il y aura un problème, forcément l'année d'après ou l'année d'encore après, vous tapez dans les stocks et vous n'utilisez pas, vous ne recommandez pas forcément des nouvelles puces, puisque le but n'est pas non plus de garder les stocks à vie, sinon vos puces dans 5 ans, à la vitesse aujourd'hui où va l'évolution, dans 5 ans vos puces ne voudront plus rien. Donc vous avez fait du stock et aujourd'hui vous l'épuisez. Forcément, les ventes de puces, de processeurs, etc. risquent d'en pâtir, surtout si en plus derrière on a des géants comme ça qui disent que ça va être potentiellement une mauvaise année. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter? Absolument pas. STM Microelectronics reste quand même une belle société. On va voir ici, on avait des ventes qui stagnaient et depuis 2017, ça y est, on est parti, on monte. Alors forcément, l'année 2022 a été énormissime puisque avec tout ce qui est intelligence artificielle et ça a continué en 2023, on a eu des chiffres records, mais globalement, on était déjà sur une tendance. La question va être, est-ce qu'on va repasser de 15 à 7 milliards ou est-ce qu'on va juste redescendre un petit peu, ce qui serait normal? Mais si on passe quand même de 15 aller même à 11 milliards, on a quand même fait une progression de 7 à 11 milliards en quelques années, ce qui serait un beau chiffre d'affaires en croissance. Au niveau des revenus nets, les revenus nets, on voit aussi qu'ils sont en augmentation, ce qui est logique. Si vous gardez la même marge et que le chiffre d'affaires augmente, vous avez derrière le revenu qui augmente. Au niveau des marges, on voit cependant que les marges continuent de monter, sûrement parce qu'avant on était en croissance ou parce qu'on a commencé à optimiser les process. Pour ça, pour le pourquoi du comment, savoir si c'est justement transitoire ou si c'est parti pour être un bon moment comme ça, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, voir ce que le management dit et savoir si ça c'est parce que c'est optimisé ou si c'est juste un coup de chance parce qu'ils ont pu mettre un premium sur la marque, le vendre plus cher parce que tout le monde en avait besoin et que d'ici une année ou deux ça va retomber comme un soufflet. Pour ça, pas de secret, c'est pas des screeners qui vont nous le dire, il faut aller creuser un petit peu. Il n'empêche que c'est un fait, on passait de 8, entre 1 et 8% de rendement et de marge et on avait maintenant 8, 9, 10 et on passe à 25%.
pareil, il est possible qu'on tienne les 25% ou qu'on redescende un petit peu, mais si on est aux alentours des 13-14%, c'est pas mal du tout. Au niveau des actions en circulation, on voit qu'on a des gros rachats massifs, puis de la dilution, puis des rachats. Ça peut être pour acheter des machines, ce qui est logique, c'est quelque chose qui est énormément dépensier. Il faut toujours être à la pointe de la technologie, ça va très très vite, il faut changer de machine, voire réinvestir, voire entretenir les machines. Donc c'est quelque chose qui est assez demandeur de capitaux. Et certaines sociétés s'endettent, d'autres diluent, d'autres font les deux. À voir encore une fois si c'est vraiment ça, si ça se trouve c'est pas du tout ça, mais est-ce que c'est une mauvaise gestion et que l'actionnariat est dilué pour pallier les fautes du management, ou est-ce que c'est parfaitement maîtrisé et que oui on admet qu'on dilue et qu'aujourd'hui il y a 900 millions, on est un peu plus dilué qu'il y a quelques années et encore 903 millions contre un peu moins de 900 millions 894 en 20 ans, oui si derrière ça permet de racheter les machines et quand on fait du chiffre d'affaires et du free cash flow on peut se permettre de racheter les actions, pourquoi pas, c'est une technique comme une autre, il n'empêche qu'on est très faiblement dilué sur 20 ans, alors que le cours de bourse, lui, et les revenus ont fortement augmenté. Donc, ça me paraît logique. Si on regarde le screener 2, on a un ROCE qui était négatif, logique, et aujourd'hui on passe à 11%, 2%, et on est dans une nouvelle phase, on le voit bien depuis 2017, il s'est passé quelque chose, donc au niveau du ROCE, au niveau de la marge nette, à voir pourquoi, est-ce que c'est une nouvelle équipe dirigeante, est-ce qu'il y a eu un rachat de concurrents, une optimisation, peu importe, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call pour comprendre, mais on voit bien que 2017, il s'est passé quelque chose et la société va beaucoup mieux. Si on regarde maintenant au niveau du free cash flow, le free cash flow, on a eu un énorme pic ici, on était en descente et on repart. Alors, le souci avec le free cash flow, c'est que pour les sociétés en croissance, il peut être berné. On dit souvent, ne regardez pas les bénéfices nets, regardez le free cash flow. Oui, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Pour la croissance, par exemple, on réinvestit souvent tout ce qu'on a, absolument tout ce qu'on a pour faire de la croissance, et surtout dans ce secteur qui a besoin de beaucoup de capex. Donc, on a un free cash flow qui est en descente et qui remonte. Est-ce que c'est parti pour redescendre ou pas, ou est-ce que la fin de la croissance est terminée, ou est-ce que maintenant on va optimiser les marges? À vous de voir, aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, mais globalement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète quand on a des free cash flow qui sont en dents de scie sur une société de croissance, surtout dans ce secteur. Quand on regarde au niveau des free cash flow, on va changer d'échelle. On voit qu'on est à peu près sur le price free cash flow médian, et encore que d'habitude c'est plutôt aux alentours de 32-33, ce qui est logique dans le secteur des puces et surtout dans les secteurs, enfin dans les puces en croissance, dans les sociétés de croissance, on a souvent des PER aux alentours de 30, et enfin des price free cash flow de 30, et il arrive que quand on est en récession, on redescende à 20, mais on a rarement en dessous, puisque comme on compte sur le fait qu'il y a de la croissance, on compte sur le fait que dans les 5 à 10 prochaines années, il y aura beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui qui rentrera, et forcément on inclut cette croissance dans le prix d'aujourd'hui pour être avant tout le monde. Sauf que quand tout le monde veut être avant tout le monde, forcément, ça fait grimper le prix. Si on passe au niveau du PER, le PER, on est à quelque chose comme 10, ce qui est plutôt pas mal et ce qui pourrait être considéré comme relativement bas. Oui, mais ce qui compte toujours, c'est le price to free cash flow et pas le PER, puisque le PER, c'est les earnings et ça peut être extrêmement biaisé par tout un tas de choses. Et ce qui compte, surtout pour les sociétés avec un fort capex, c'est de voir les free cash flow qu'il reste. On a aussi des prestations, amortissements, etc. Donc attention, toujours vérifier que les price to free cash flow et les revenus nets vont dans le même sens et grandissent à peu près à la même vitesse. Au niveau de l'endettement, on a un endettement qui ressemble à un endettement relativement maîtrisé puisque on a de la trésorerie qui remonte un petit peu et qui finit par redescendre. Donc pour l'instant, une dette nette totale, donc une nette dans le négatif, ce qui veut dire qu'on a de la trésorerie globalement, donc 1,5 milliard de trésorerie, c'est pas mal du tout. Au niveau des capitaux propres, on avait une légère descente, à voir pourquoi, une mauvaise gestion, un ancien management, peu importe ce qui s'est passé, et on voit bien que depuis 2016-2017, les capitaux propres remontent en flèche, surtout avec cette année record comme d'habitude, mais globalement on est sur une belle tendance, donc pour l'instant c'est feu vert. Au niveau de la capitalisation, c'est logique, c'est une ligne droite, c'est le secteur des puces, c'est relativement récent parce que les secteurs des puces, depuis les années 2000-2005, ça ne fait que monter. Là, on est en 2016 et sur une société de croissance, donc dans ce secteur-là, pas de souci, c'est forcément en croissance. Si on regarde maintenant au niveau des prévisions, alors les prévisions, on a ici finance annuelle et on voit que effectivement 2023 3,89 et on estime en 2024 3,60. Donc on avait effectivement bien une baisse et on pourrait se dire que 3,60 de bénéfices par action, si on divise par 40 euros, on se met ici 3,60 divisé par 40 euros, on se dit qu'on a un rendement de 9%. Oui, mais le problème, c'est que, enfin, problème, ce n'est pas forcément un problème, mais il faut savoir ce que c'est.
Au niveau des déclarations, si on regarde au niveau des réinvestissements, dépenses d'investissement, on va se mettre en annuel, on a 3,4 milliards, logique, puisque forcément ces machines coûtent cher, il faut entretenir, voire réinvestir, donc on a quand même 3,4 milliards qui partent. Si on regarde au niveau des free cash flow, on a 1,6, et 1,6 ce n'est pas du tout la même chose. Si on fait 1,6 divisé par 40, le prix de l'action actuellement, c'est déjà un rendement de 4%, ce qui est complètement différent. Et on ne parle pas ici de est-ce que ça va être en dividende ou en rachat d'actions, c'est 4% d'argent réellement généré dans les caisses. Or, la dépense investissement pour l'année d'après, pour continuer à être dans la course ou pour la croissance, peu importe, mais c'est 4% de rendement total. Alors oui, il se peut fortement que dans les années à venir, le 4% aujourd'hui soit comme les sociétés extrêmement valorisées comme Apple, comme LVMH, etc. Oui, c'est 4% et aujourd'hui c'est maigre pour finalement avoir dans quelques années des rendements qui vont exploser puisque vous aurez été là bien en avance. Mais globalement, il faut savoir que c'est 4% et que ça peut encore réduire. On peut passer de 3,58 à peut-être 3,10, 3 parce qu'on aura peut-être une mauvaise année plus éventuellement une récession. Ça, personne ne le sait, mais c'est à vous de faire vos devoirs, d'étudier les ratios, de regarder ce que le management pense et ce qu'il prévoit, s'il s'est souvent trompé par le passé, pour que justement vous puissiez bien dormir la nuit. Parce que 4%, et si vous n'avez pas lu les rapports financiers et que vous n'êtes pas confiant, à la moindre chute, vous allez vous dire, non seulement j'ai investi pour 4% de retour maximum, derrière le chiffre d'affaires s'effondre, ou alors les ventes, ou alors le bénéfice s'effondre, et derrière, donc 4%, je passe peut-être à 3 ou 2% de rendement, mon Dieu, est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas? Donc, il vaut mieux se dire, je sais pourquoi j'ai mis 4%, je suis confiant dans la société, je sais que si elle passe même une mauvaise période, j'ai toute confiance dans le management et dans la société pour que dans les 3, 4, 5, 10, 20 années futures, elle me délivre de la performance. Et donc, les 4% qui aujourd'hui se transforment en 3, voire 2, c'est juste une mauvaise passe, j'en profite par exemple pour renforcer et je serai content dans 10 ou 20 ans. Ce sont deux mentalités complètement différentes et on parle pourtant de la même société. La question est, avez-vous confiance dans la société? Êtes-vous serein avec votre investissement? Et c'est toute la question, et c'est souvent ça qui pêche chez les investisseurs particuliers. Voilà, j'espère vous avoir aidé sur ce rapide tour d'horizon, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!